Il encourt dans le monde entier. Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « À l'amour, à la mort », nous vous présentons 3 histoires dans lesquelles la haine succède à l'amour en un clin d'œil. Pour commencer, un bon père de famille se transforme en démon après une intervention chirurgicale. Ensuite, un clown russe ne fait rire personne quand il devient le dindon de sa propre farce. Et enfin, la fortune a un curieux effet sur un couple de nouveaux riches. Elle va les mener à une mort qui stupéfie même la police. Regardez ces 3 sujets et faites-vous une opinion. Parmi ces légendes urbaines, lesquelles sont vraies? Vous saurez si vous avez vu juste à la fin de l'émission. Voici d'abord une histoire baptisée « L'ombre de lui-même ». Le professeur Gary Schwartz se spécialise dans des domaines qui effraient d'autres scientifiques. Les questions de spiritualité, d'énergie et même de vie après la mort. Gary se souvient en particulier d'un homme ordinaire, Sonny Graham, qui était possédé. C'est terrifiant de vivre un changement de personnalité. En général, on n'en parle pas. L'esprit va terroriser la famille et les amis de Sonny, et lorsqu'il en aura fini avec lui, tous auront changé à jamais. Tout commence en 1995, dans une ville de Caroline du Sud. Ici, tout le monde connaît Sonny Graham. Sonny Graham était un notable. Il avait participé au développement de la ville. Il faisait partie des fondateurs du lycée de Hilton Head. Il avait planté l'herbe du terrain de foot et l'avait arrosée. Une vie idéale, en somme. Il aimait sa femme, sa famille. Malheureusement, ce bonheur va voler en éclats. Sonny apprend que son cœur est sur le point de lâcher. Les médecins lui ont dit qu'il allait mourir s'il ne subissait pas une transplantation cardiaque. Par miracle, on lui trouve immédiatement un cœur compatible. Et il se remet si vite que même sa femme s'en étonne. Comment se douterait-il de l'horreur qui va suivre? Ses amis ont remarqué des changements après son opération. À table, il n'aimait plus les mêmes plats. Sonny se demande si c'est à cause de son nouveau cœur. Toute sa famille était fermement opposée à ce qu'il contacte la famille du donneur. Mais Sonny fait la sourde oreille. Il commet la pire erreur de sa vie. Les médecins lui avaient spécifié de ne pas donner de renseignements personnels. Il découvre que son donneur se nommait Terry Cottle et envoie une lettre à sa veuve. Dans sa réponse, celle-ci lui fournit des informations sur son mari décédé. Terry aimait les hamburgers et la bière. Après la greffe, Sonny a acquis les mêmes goûts. Mais la lettre lui révèle autre chose. C'est alors que l'histoire prend un tour tragique. Sonny apprend comment le cœur de Terry est devenu le sien. Cheryl mangeait son porridge quand elle a entendu un coup de feu. Elle s'est précipitée et Terry était étendu dans la salle de bain avec une balle dans la tête. Profondément déprimé, Terry s'est suicidé et son cœur a été donné juste à temps pour sauver la vie de Sonny. Seulement, Terry n'est peut-être pas tout à fait mort. Le cœur possède un esprit qui lui est propre. 2 mois après avoir commencé à correspondre, Sonny et Cheryl ont décidé de se rencontrer. Sonny a tout de suite senti qu'il existait un lien entre eux. Il porte en lui un cœur plein d'amour et de tendresse pour cette femme. Il s'était pris d'elle. Sonny passe de plus en plus de temps avec Cheryl. Leurs proches commencent à se demander qui est aux commandes, Sonny ou le cœur de Terry. Ils vont bientôt le savoir.
Il était évident que Sonny avait une liaison avec Cheryl. Ça suffit. L'épouse délaissée ne peut plus se cacher la triste vérité. Je veux divorcer. Elle quitte son mari. Peu après, Sonny s'installe avec Cheryl. Il est tombé amoureux d'elle. Il a suivi son cœur. Au début, il était sur un nuage. Mais la lune de miel ne dure pas. Il s'est mis à se plaindre à sa famille. En quelques années, le cœur de Terry pervertit complètement le caractère de Sonny. Il refusait de payer pour satisfaire les goûts de luxe de Cheryl. Elle le ruinait et il en avait assez de jouer les babysitters pour son fils. Sonny a déjà surmonté de grosses difficultés. Pourtant, il n'est pas au bout de ses peines. Le 1er avril 2008, la journée a commencé comme d'habitude. Sonny bricole dans son atelier. Le téléphone a sonné et son beau-fils a répondu. Comme c'était pour Sonny, il est allé le prévenir. Une vision d'horreur l'attend. Sonny est mort. Il n'était pas du genre à se dévaloriser tout le temps ou à commettre un suicide. Aussi étrange que cela puisse paraître, il semble que le cœur de Terry voulait que Sonny revive chaque phase de sa vie jusqu'à sa fin brutale. Selon le rapport du légiste, Sonny est mort exactement comme Terry, en se tirant une balle dans la tête. Au lieu de sauver la vie de ce père de famille, ce nouveau cœur l'a mené à une fin tragique. Vous devrez patienter jusqu'à la fin de l'épisode pour le savoir. Pour le moment, regardez cette petite vignette. Mini-légende numéro 98, à la rescousse. À Sydney, en Australie, un étudiant en médecine se fait attaquer par une bande de voyous. Au moment où ils sont sur le point de s'enfuir, des ninjas armés jusqu'aux dents sortent de nulle part et les mettent en déroute. Vrai ou faux? Vrai. L'entrée d'une école d'arts martiaux se trouve juste au bout de la ruelle et le cours venait de se terminer au moment où l'agression a eu lieu. Légendes urbaines vous propose 3 histoires incroyables. À vous de décider lesquelles sont absolument authentiques et lesquelles sont de purs mensonges. Vous avez vu celle du cœur qui prend possession d'un homme et le conduit à se donner la mort. Pour savoir si elle est vraie, vous devrez attendre la fin de cet épisode. Passons à notre deuxième sujet baptisé Hip Hip Hippo. René Marcovi a l'air serein. Mais son métier de trapéziste lui a fait vivre des moments intenses. Pourtant, rien n'égalera jamais le soir où un clown nommé Christo a eu les yeux plus gros que le ventre. Et j'ai eu très peur. Il était dangereux. Le public habituel, des enfants, des femmes, ils étaient terrorisés. En 2005, le cirque Stromboli fait la joie des familles. Et parmi les artistes, les plus populaires sont les clowns. Christo Martinov, le plus déchaîné d'entre eux, fait un tabac. Il était tout petit, 1m20, mais tellement courageux, tellement original qu'on aurait dit un géant. Christo est convaincu que boire de la vodka avant le spectacle décuple son talent. Et le public adore le voir pompette. Mais plus il plonge dans l'alcool, plus ses blagues sont risquées. Un jour, il lâche un tigre dans la cafétéria. Personne n'a été blessé. Mais la situation n'en était pas moins très dangereuse.
Inévitablement, ce comportement irresponsable lui fait perdre des amis. Tout le monde avait quelque chose à lui reprocher. Un soir, la situation prend un tour inquiétant. Complètement ivre, Christo prend René pour cible. Un trapéziste doit être parfaitement concentré quand il fait son numéro. À un moment critique, le clown tire un coup de pistolet à blanc. Le public applaudit, mais pas René. Aucun artiste n'aurait trouvé ça drôle. Ce n'était pas pro. Christo se prépare de gros ennuis, mais personne n'imagine le drame qui va suivre. Le 28 juillet est un soir comme les autres. Les clowns s'apprêtent à lancer le clou de leur numéro, un vol plané de Christo au-dessus d'un hippopotame. C'est parti! Il était sourd, comme d'habitude. Mais Christo est sûr de lui. Ce numéro, il le connaît par cœur. Il a sauté sur le trampoline. Et il a du mal à calculer son coup. Au lieu d'atterrir à l'endroit prévu, il s'est retrouvé dans la gueule ouverte de l'hippopotame. Et malheureusement, comme il était nain, on n'a pas pu le sortir de là. On a ouvert l'hippopotame, mais il était trop tard. Christo était mort d'asphyxie. Et l'animal aussi. Comment est-ce possible? Pour certains, comme l'inspecteur Boris Koslek, ce n'était pas un accident, mais un meurtre. Ouais. Qui pouvait en vouloir à ce point à Christo? Ils avaient tous une raison de le haïr. Chacun faisait un suspect potentiel. Et puis j'ai découvert que le trampoline avait été légèrement reculé. C'est pour ça que la victime avait atterri dans la gueule de l'hippopotame. Boris soupçonne une vengeance et René est son suspect principal. Non, la vengeance, ce n'est pas mon style. Quand j'ai interrogé René, il ne m'a pas répondu clairement sur ses faits et gestes. Ça m'a mis la puce à l'oreille, mais je n'avais pas assez d'éléments pour l'arrêter. Tout le monde pense que quelqu'un a trafiqué le trampoline, mais la police ne trouve aucune preuve. On a dû admettre que Christo avait commis l'erreur lui-même, à cause de son ébriété. Mais je suis sûr que c'était quelqu'un d'autre. À ce jour, la mort du clown reste un mystère. Je suis triste pour lui. C'était un type bien et je suis désolé de ce qui lui est arrivé. Ça ne se serait pas produit s'il n'avait pas bu. Le karma a-t-il joué un vilain tour au clown alcoolique ou bien n'est-ce qu'un conte à dormir debout? Vous le saurez à la fin de l'émission. D'ici là, regardez ceci. Mini-légende numéro 8543, le cadavre du métro. En 2005, un corps est découvert dans le métro de Berlin. La police enquête sans succès jusqu'à ce qu'un fin limier comprenne ce qui s'est passé. Au milieu de la nuit, un jeune délinquant vandalise un wagon. Il ignore que la vitesse de la rame génère une succion largement suffisante pour l'aspirer au moment où il casse une vitre. Rejeté sur la voie, il meurt sur le coup. Alors vrai ou faux? Totalement faux.
Contrairement aux avions, un train souterrain ne crée pas de succion capable d'aspirer un être humain. Légendes urbaines vous présente 3 histoires étonnantes. À vous de deviner celle qui sonne juste et celle qui détonne. Vous avez vu le cas du cœur transplanté qui prend le contrôle de son receveur. Et celui d'un clown imbibé d'alcool qui finit sa course et sa vie dans la gueule d'un hippopotame. Avez-vous déjà tranché? Vous aurez les réponses à la fin de l'épisode. Voici maintenant notre dernier sujet. Il s'appelle œil pour œil. Deborah Hunt adore courir, mais elle ne courra jamais assez vite pour échapper à un terrible souvenir. J'étais dans tous mes états. Teresa était une de mes meilleures amies. Cette amie a été assassinée dans des circonstances véritablement extraordinaires. C'est une affaire unique dans ma carrière. Une histoire d'argent et de trahison qui se termine de manière si horrible que certains ont du mal à y croire. Je la raconte souvent et les gens n'en reviennent pas. L'histoire se passe en 2002 dans une banlieue aisée de Phoenix. La police est appelée sur une étrange scène de crime. Teresa Cole et son mari Clark sont morts. Le couple semblait avoir dîné normalement. Il n'y avait pas trace d'effraction, ni de lutte. Il n'avait aucune blessure. C'était très curieux. Qui a commis ce double crime et comment? On n'a pas pu déterminer la cause de la mort. Il fallait attendre les résultats de l'autopsie. Pendant ce temps, l'inspecteur Carraway pose des questions. Les Cole étaient mariés depuis 7 ans et ils avaient démarré modestement. Ils avaient du mal à boucler les fins de mois. Clark est un comptable sans grand avenir, tandis que Teresa se tue au travail comme assistante dentaire. Mais les choses vont changer. L'un des dentistes lui a proposé d'investir dans certaines de ses affaires pour lui faire gagner un peu d'argent. Teresa se jette à l'eau et le placement rapporte. Elle réinvestit ses bénéfices dans une autre entreprise, puis une autre. Au bout d'un moment, ils n'avaient plus à se soucier de leurs dépenses. Joyeux Noël. Ils avaient amassé une fortune conséquente, principalement grâce aux investissements de Madame Cole. Mais l'argent a un effet pervers. Il était très frimeur. Il aimait en faire étalage. Il essayait de jouer les excentriques. Et plus l'argent rentrait, plus ça s'aggravait. Bientôt, les extravagances de Clark lui font franchir un pas. Il s'est mis à avoir des aventures au grand jour, sans se cacher. Pour Teresa, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Elle demande le divorce. Clark risque de tout perdre. Il se sentait particulièrement menacé par le divorce parce qu'elle pouvait utiliser ses liaisons contre lui. Clark s'offre le meilleur cabinet juridique en ville. À présent, c'est Teresa qui tremble. La force des avocats de M. Cole et les ressources qu'il mobilisait lui ont fait craindre de perdre une grande partie de ce qu'elle avait gagné. Quelques jours avant la date de comparution, Clark l'appelle pour lui faire une proposition surprenante. Il veut dîner avec elle pour discuter calmement. Elle m'en a parlé. Elle pensait que c'était une bonne idée d'essayer de négocier. C'est la dernière fois que j'ai entendu sa voix. Le dîner se solde par la mort du couple. La police est dans l'obscurité la plus complète.
Mais le mystère va bientôt s'éclaircir. Quand le rapport d'autopsie est arrivé, il indiquait que Monsieur et Madame Cole avaient été empoisonnés. Qui les a tués? Comment expliquer ce double meurtre? L'analyse des éléments collectés sur place a révélé que la purée était empoisonnée. Fait incroyable, c'est Teresa qui semble être coupable. Notre théorie, c'est qu'elle avait prévu de tuer son mari et de se débarrasser du cadavre pour récupérer tout l'argent. Teresa, qui refuse d'avoir à payer les honoraires exorbitants des avocats de son mari, ourdit un plan machiavélique. Mais pourquoi a-t-elle consommé sa purée empoisonnée? En fait, elle n'en a pas mangé. Santé? Le rapport concluait à la présence de 2 poisons. Torturé lui aussi à l'idée de tout perdre, Clark a manigancé le même plan désespéré. Monsieur Cole avait empoisonné le vin rouge. On imagine très bien Madame Cole, sûre d'avoir réussi son coup, boire à son succès sans se douter que le vin était mortel. Quelques secondes plus tard, elle s'écroule à son tour. On n'avait jamais vu une chose pareille. Au lieu de toucher le gros lot, ils ont tous deux perdu la vie. Et Deborah porte une blessure qui ne se refermera jamais. Certains jours, je n'arrivais pas à sortir du lit. C'est très dur de perdre sa meilleure amie. Et c'est ainsi qu'un couple heureux a appris à ses dépens que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais est-ce vraiment arrivé? Il est temps de lever le voile sur nos 3 histoires incroyables. Tout d'abord, le cas du cœur transplanté qui prend le contrôle d'un respectable père de famille. Réalité ou fiction? Je suis le professeur Gary Schwartz, et cette histoire est vraie. Malheureusement, c'est bien la réalité. Il est connu que les organes greffés peuvent changer les goûts et les comportements du receveur, mais c'est la première fois qu'un cœur neuf mène quelqu'un à la mort. Deuxième cas, celui du clown russe qui a fini sa vie dans la gueule d'un hippopotame. Y croyez-vous? Je m'appelle Sergueï et je suis lituanien. Je ne suis pas trapéziste. Cette histoire est fausse. La Russie est un terreau fertile pour les légendes urbaines. Et il est vrai que des choses étranges s'y produisent souvent. Mais pas cette histoire, elle est fausse. Ce qui nous laisse l'affaire du divorce qui se termine par un repas empoisonné. L'avez-vous gobé? C'est terrible de perdre sa meilleure amie, mais ça ne m'est pas arrivé. Cette histoire est fausse. Ce couple n'avait rien de Roméo et Juliette. Mais le mythe des amants qui s'empoisonnent l'un l'autre au même moment était aussi populaire au temps de Shakespeare qu'aujourd'hui. Nous voici à la fin de cet épisode. Avez-vous su démêler la vérité du mensonge? Dans le cas contraire, vous pourrez